Alors, en ajoutant cette ligne dans le fichier host, je ferai une correspondance entre l'adresse IP et le nom de la machine que je veux lui donner ici dans ma machine réelle, en local dans ma machine réelle. Je vais sauvegarder. Bien sûr, il me demande de le faire en mode administrateur. Je vais valider. Voilà, c'est fait. J'enregistre. Alors maintenant, si je reviens là, donc notre machine actuelle, il s'appelle auprès de notre machine réelle, il s'appelle Quick Start 2. Je vais lancer. Là, il me demande le mot de passe. Le mot de passe, par défaut, c'est Cloudera. Et voilà, je pense que je l'ai raté. Donc, Cloudera. Alors, je refais. Regardons, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau de la machine? L'adresse de notre machine, c'est cette adresse. D'accord, donc je vais la copier encore une fois. Quick Start, donc il est bien. Alors CTRL V. L'adresse elle est bonne. On a pingé tout à l'heure sur notre machine, donc ça passe. J'enregistre. Je vais retirer ça, donc je vais le mettre en commentaire carrément. Et je vais mettre Quick Start. Eh ben, c'est 2 parce qu'on a écrit 2, c'était pas 1. Ici, ce qui était écrit, c'est 2. Et là, au niveau de la connexion, je l'ai essayé. Bon, et je l'ai essayé avec 2. Bon, ça marche. Donc là, puisque j'ai mis l'autre en commentaire, je l'appelle Quick Start directement. Voilà. Je refais donc SSH Cloudera @ Quick Start. Alors le mot de passe c'est Cloudera. Voilà, maintenant on est connecté. Voilà, donc tout est prêt maintenant pour soumettre des commandes vers notre machine virtuelle. Donc la première commande par laquelle je vais commencer, donc en application de nos activités pratiques, c'est de voir c'est quoi la version de notre système déjà d'exploitation. Donc je vais juste pour ce faire mettre uname. Alors uname-a, donc ça permet de voir ou de donner un peu l'inventaire sur notre système. Donc il s'agit d'une distribution, comme vous pouvez bien le voir, Linux, un système Linux. Ici on ne voit pas la distribution, donc on voit la version, c'est la version 6 et la distribution, je pense que c'est CentOS. En tout cas, c'est une distribution Red Hat, version 6. Alors ça c'est pour le système. Alors si je veux voir maintenant la version de Hadoop, je vais juste soumettre la commande Hadoop version. Voilà, là il me donne un bilan et aussi la version de Hadoop. Comme vous pouvez bien le constater, donc on est en train de travailler sur Hadoop 2.6, pas 2.7 comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 2.6. Il est fourni par Cloudera 5.13. Bien sûr, pour le télécharger, vous pouvez le télécharger à partir de cette adresse, de ce GitHub, donc en allant vers l'adresse suivante. Alors, donc ça c'est juste pour savoir un peu les versions des systèmes avec lesquels on travaille, que ce soit pour l'OS, que ce soit pour Hadoop. Alors, je vais nettoyer cette fenêtre.
La deuxième étape que nous devons comprendre et sur laquelle on doit s'arrêter, c'est de comprendre qu'il y a deux systèmes de stockage. Donc, notamment quand vous tapez ls-l par exemple, vous êtes en train de voir le contenu du dossier courant, du côté bien sûr de notre machine virtuelle, c'est-à-dire du système Linux. Et vous allez voir qu'on a examiné ici le contenu de ce dossier. D'accord? C'est un ensemble de fichiers, bien sûr, et de sous-dossiers. Ça, c'est le premier système de stockage. Alors, ce système-là est un système aussi de stockage distribué. Vous savez tous que Linux est un système capable de gérer un réseau de machines ou bien un ensemble de machines connectées à travers le réseau. Par exemple, au niveau du bloc système, au niveau de la taille bloc d'un fichier, au niveau du système Linux, c'est une taille qui est de quelques kilos, alors que du côté HDFS, il est de quelques mégas plutôt. Donc c'est beaucoup plus grand. Et par conséquent, donc c'est un système qui vient se loger au-dessus de le système HDFS. Il vient donc au-dessus du système Linux pour pouvoir s'adapter pour donner une configuration qui est plus optimale pour la gestion de fichiers volumineux. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais juste accepter encore les retardateurs. Mouad Mslouhi. Mouad Mslouhi, vous êtes arrivé en retard, très en retard, 1 heure en retard à peu près. Alors Yassine Faiq aussi. On va considérer toujours que c'est juste des difficultés techniques pour joindre la visioconférence. Mais par la suite, on souhaite bien à ce qu'on démarre tous au même moment pour qu'il n'y ait pas ces interruptions, ou interruptions plutôt. Alors, je vais revenir donc à ma console. Donc, je signale bien que je suis en train de travailler en utilisant Git Batch comme interface, comme console, en utilisant un protocole SSH à travers lequel je me suis connecté à ma machine virtuelle que j'ai déjà démarrée et qui se trouve ici. D'accord? Bien sûr, toutes les commandes que j'étais en train de faire là, à travers à distance, je pourrais bien les faire ici, à partir de là. Donc, par exemple, je pourrais faire le ls et je vais voir exactement la même chose que ce que j'avais vu tout à l'heure. Je pourrais donc voir, comme on a dit tout à l'heure, la version de Hadoop, ainsi de suite. Mais comme je vous ai dit, en fait, pour rester du côté de ma machine réelle, j'ai préféré donc travailler sur cette console. Alors, donc ça c'est le premier système de stockage. Donc, comme je viens de dire, c'est ce qui permet de visualiser le système fichier ou le système de stockage local relatif au système Linux. Alors, mais si je veux faire pareil, mais du côté de Hadoop, ben, je dois faire donc des commandes de ce genre, HDFS. Vous allez constater que toutes les commandes, je vais le faire au niveau de mon tableau, ici. Je vais le faire avec une couleur rouge. Alors, je veux juste que vous compreniez qu'il y a deux systèmes de stockage. Il y a le système local, associé à l'OS de la machine virtuelle, qui est Linux. Il y a, de l'autre côté, un système de stockage différent qui est fourni par Hadoop, plus exactement par HDFS. Alors par exemple, si je veux consulter, ici il y a la notion de dossier courant. On est quelque part, donc quand vous voyez le $, donc vous voyez en fait, vous pouvez donc le faire avec PWD par exemple. Vous pouvez voir c'est quoi votre dossier courant. Quand vous faites un ls, par exemple, -l, vous allez ici voir le système de stockage côté Linux. Alors de ce côté-là, chaque fois que vous voulez consulter le contenu en termes de fichiers et de dossiers et de sous-dossiers, vous êtes censé exécuter la même commande que ce qu'on a l'habitude de faire dans Linux, donc ls,
sauf il faut la prendre comme option et il faut la soumettre ou l'ajouter à la commande hdfs en utilisant un module qui s'appelle dfs. Donc toutes les commandes qu'on a l'habitude de faire dans Linux, il suffit juste de les prendre, de les commencer par ces deux mots, donc hdfs pour rappeler le système et dfs pour dire c'est quel module sous lequel je veux faire exécuter la commande qu'on a l'habitude de faire du côté de Linux. Bien sûr, en exécutant, au lieu de voir le contenu du système local, vous allez voir le contenu du système qui est au-dessus, à savoir le système hdfs. Regardez, on va l'essayer. Donc ici, c'est du côté de stockage local. Alors si je veux faire la même commande, mais du côté de hdfs, il faut que j'écrive hdfs, dfs. Ça, c'est une constante. Toutes les commandes, donc en ligne de commande, ils commencent comme ça, si vous voulez donc interagir avec hdfs. Et puis, c'est à partir de là que vous spécifiez c'est quelle commande que vous voulez exactement exécuter sur le système hdfs. Je veux donc juste consulter, je veux lister le contenu du dossier, mais là, il n'y a pas la notion de dossier courant. C'est ce qui fait qu'il est toujours nécessaire de dire sur quel dossier voulez-vous le faire. Donc, si je mets par exemple juste slash, je suis en train de dire je veux voir la racine du système de stockage hdfs. Donc, en exécutant, vous allez voir donc, bien sûr, il y a une petite lenteur. Vous allez voir donc ici que dans l'autre système de stockage, nous avons un ensemble d'autres dossiers. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les dossiers que vous voyez là. Benchmark, HBase, User, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, en fait, dans mon application, j'ai dit, on va donc créer un dossier dans User. Ce dossier, il est déjà là. Var, ainsi de suite. Alors, donc par exemple, si je veux voir le contenu du user, je vais juste répéter la même commande en mettant ici user. Attention, du côté pour ne pas avoir de confusion, du côté de Linux, il y a un dossier qui s'appelle user sans E. Du côté de HDFS, il s'appelle plutôt user avec un E. Donc si je lance, je vois ici le contenu du dossier user. Donc par exemple, je vois le dossier Hive. Je pourrais aussi voir le contenu de Hive. Et vous voyez, je suis censé à chaque fois répéter donc ou partir de la racine si je veux voir le contenu d'un dossier du côté de HDFS. Donc tout simplement parce qu'il n'y a pas la notion de dossier courant. Donc je ne peux pas exécuter par exemple un change directory. La commande cd, il n'est pas interprété par HDFS. Encore quelqu'un qui arrive, les retardataires. Youssef Amzil. Youssef Amzil, bonjour. Vous êtes venu en retard, si Youssef. C'est pas normal. On ne pourrait pas donc dire qu'une heure pour régler, pour faire les réglages nécessaires pour rejoindre notre conférence. Donc, les prochaines fois, il faut tous, y compris moi-même, qu'on commence à l'heure. Alors, ça c'est un discours que je vais répéter donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, donc on va ignorer de le faire donc à chaque fois. Donc, comme je vous ai dit, comme il n'y a pas de dossier courant, donc si je veux voir Hive, le contenu de Hive, eh ben, il faut que je commence de la racine et je fais tout le chemin. Hive, c'est pas pratique, donc surtout quand il y a des chemins qui sont lents, ce n'est pas pratique. Et justement pour pallier à ce problème, on pourrait définir des variables. Regardez, je pourrais par exemple mettre un chemin. Je pourrais définir mon chemin, par exemple. Et je vais mettre, c'est juste pour ne pas refaire. Donc, par exemple, je vais mettre ici la racine. Hive, je veux travailler longuement dans ce dossier. Et bien, je pourrais le faire de cette manière. Je veux même aller vers Warehouse. Je pourrais... Vous le voyez là, donc vous voyez le chemin ici. Je pourrais faire comme ça. Je définis donc cette variable. Et la prochaine fois maintenant, si je veux refaire la commande, eh bien, je vais juste soumettre ma variable. My path.
je vais voir donc le contenu du dossier warehouse. C'est un dossier qui est encore vide. Non, il est en train de me dire il n'y a pas ce dossier. Donc, examinons qu'est-ce qu'on a mis dans notre variable. MyPath. Il manque un E, oui, c'est vrai. Donc, il va falloir que je refasse. C'est where, avec un E, je l'ai mangé. Alors maintenant, je pourrais voir. Voilà, ça marche. Ici, il va me donner donc une réponse. Donc, je ne suis pas censé à chaque fois de réécrire le chemin. Tant que j'ai cette variable qui est stockée, eh ben, ça marche. Donc, je pourrais très bien consulter mon dossier. Mais là, comme vous le voyez, il n'y a pas de, il n'y a rien actuellement dans le dossier warehouse. Alors, je pourrais donc refaire ma variable, bien sûr en s'arrêtant à Hive par exemple, comme ça on aura au moins un résultat. Voilà, donc là il est censé lister le contenu du dossier Hive, contenu dans user, dans la racine du stockage HDFS. Je vois bien qu'il est composé d'un dossier warehouse. Et ça rappelle un peu ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de Linux. Donc, comme vous pouvez bien voir, chaque fois qu'on donne un dossier ou bien un fichier, on donne le propriétaire, on donne le groupe, on donne les modes, le type, déjà, D c'est pour dire directory, et puis nous avons pour ce dossier-là, il est disponible en lecture, en écriture et à l'exécution, si jamais il contient des fichiers exécutables, pour Hive. Mais aussi pour ceux qui appartiennent à ce groupe, et aussi pour les autres, pour autres. Donc vous voyez ici, vous avez les modes pour l'owner, pour le propriétaire. Ici le mode pour les utilisateurs du groupe qui est cité là. Et puis là, pour tout le reste. Et justement ici, on a autorisé, on a donné toutes les possibilités à tout le monde. Du fait que vous voyez, tous les modes, ils sont positionnés ici. Alors, passons maintenant ça, c'est juste un petit aperçu à travers lequel j'ai voulu donc que vous tous, que vous retenez cette notion qu'il y a deux systèmes de stockage. Donc, il y a le système local, il y a le système HDFS. Alors, juste pour voir qu'il y a un ensemble de services qui travaillent actuellement, je vais en fait exécuter cette commande JPS. JPS, donc c'est une commande qui permet de voir un peu les processus en cours d'exécution au niveau de la machine virtuelle Java, de la JVM. Donc, si on veut avoir un aperçu, il suffit juste que j'exécute cette commande. Et là, on voit clairement les services dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, on voit qu'il y a un service Node Manager. Donc, ça, c'est du côté du serveur client. Data Node, Name Node, Resource Manager. Ce sont donc les 4 services de base pour dire qu'on a Hadoop qui est en cours d'exécution. Mais bien sûr, Hadoop, c'est un écosystème avec beaucoup d'autres services qu'on pourrait exécuter et utiliser. C'est ce qui fait que vous avez ici un ensemble d'autres services qui sont en cours d'exécution. Mais ce qui va nous intéresser, nous, justement, à chaque fois que nous voulons planifier des exécutions de tâches, c'est Resource Manager. Pour exécuter ces tâches, c'est Node Manager, qui est juste en dessous. Et puis pour le stockage de données, pour gérer le stockage, pour effectuer le stockage, c'est les data nodes. Et pour gérer les stockages, c'est les name nodes. Alors ici, on a ce qu'on appelle un single node. Ça veut dire que tous les services, ils sont sur la même machine virtuelle. Donc c'est une manière qui simule un peu le fonctionnement de Hadoop. Mais par la suite, il serait intéressant à travailler sur un cluster avec au moins, comme j'ai déjà dit, au moins 3 nœuds, un nœud maître et 2 nœuds esclaves.
Donc voilà, donc nous avons mis un peu la main sur le commencement, si vous voulez, pour démarrer dans les meilleures conditions notre activité pratique. Donc je reviens maintenant, ce que je vais faire, je vais basculer entre, je vais juste éliminer les annotations, je vais les ignorer. Alors je recommence. Donc, nous allons partir dans l'ordre pour faire les étapes les unes après les autres. Donc, la première que nous voulons faire, c'est créer cette arborescence dossier, mais bien sûr du côté de HDFS. Donc, je vais commencer par faire cette étape. Alors, pour la faire, j'ai besoin, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, pour ne pas refaire l'écriture d'un chemin plusieurs fois, ben, l'utilisation des variables serait vraiment conseillé. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais définir des variables. Je vais définir le home de mon application que je veux faire aujourd'hui. C'est une variable que je vais appeler app_home et dans laquelle je vais mettre donc mon dossier de travail pour l'application. Il sera situé dans le dossier qu'on a déjà, que je vous ai montré tout à l'heure, user. Et ce dossier-là, je veux l'appeler industrie. Voilà, donc ça c'est ma première commande pour créer cette variable. Il y a des gens qui arrivent. Shema, vous arrivez en retard. Alors, je continue. Alors, je veux créer aussi ce dossier. Donc, je vais créer une variable, cette variable-là. Celle-là. Alors, pour ce faire, donc, je vais adopter la même, donc des variables que je mets en majuscule. Ça, c'est le dossier resource ou ressources. Je vais le calculer à partir de l'autre variable. Donc, je vais mettre $app_home. Alors, en appuyant sur tabulation, donc il y a un système de complétion. Donc, on pourrait compléter l'écriture, ce qui va nous aider énormément à faire vite. Donc voilà, j'ai défini l'autre variable. Maintenant que mes variables sont là, je pourrais donc s'en servir pour créer mes dossiers. Et ça serait alors la première commande que je veux exécuter. C'est la commande make directory. Donc je vais mettre ici un petit résumé. Donc pour les commandes que je veux bien faire aujourd'hui, la commande 1 qu'on a vue, c'était Hadoop version. Deux, nous avons vu la commande ls, hdfs, dfs-ls. Ici, vous donnez le chemin. Et puis la troisième commande maintenant, c'est la commande hdfs, dfs-make directory. Il faut juste qu'on donne le nom et le chemin, bien sûr, et le nom du dossier que vous voulez créer du côté de HDFS. Donc, à chaque fois que vous faites des commandes comme ça, on sait que c'est dans notre système de stockage. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais exécuter la commande. Alors, juste avant de commencer à exécuter ces commandes, j'ai besoin de basculer parce que si je refais la commande ls, vous allez voir que chaque dossier ou fichier il est possédé par quelqu'un. Moi, je veux faire des applications ou bien un travail sur HDFS. Donc, je veux bien, pour éviter à chaque fois que j'exécute des commandes sudo, je veux bien donc basculer vers l'utilisateur qui a tous les droits d'activité, donc de commande. Et pour ce faire, donc, je vais juste basculer en tant que root d'abord. Alors, pour basculer en tant que root sur cette machine, le mot de passe c'est Cloudera. Voilà, je suis maintenant
l'utilisateur root, ou avec le privilège root. Alors, juste après, donc, je vais mettre su-hdfs. Ça, c'est un autre utilisateur. En tout cas, on pourrait voir la liste des utilisateurs définis dans le système, et parmi lesquels il y a HDFS. Alors là, aucun mot de passe ne me sera demandé parce que je suis en train de l'exécuter en tant que root. Et voilà, donc maintenant, j'aurai la possibilité d'exécuter toutes les actions dont l'utilisateur HDFS est autorisé. Et bien sûr, vous pouvez facilement le comprendre, HDFS, il est autorisé à faire toutes les commandes HDFS. Et donc justement, moi, pour ne pas à chaque fois changer de dossier, changer de privilège, etc., je suis venu travailler sous cet utilisateur. Comme ça, donc, on va pouvoir exécuter toutes les commandes sans aucun problème. Alors, sauf que, ici, si je rappelle, par exemple, echo, j'aurais dû le faire avant, echo $app home, pour voir cette variable, et bien, je vais voir qu'il n'est plus, donc tout simplement parce que je l'ai fait sous un autre utilisateur. Donc, je vais juste les reprendre, ces commandes. Voilà. Je vais reprendre l'autre aussi. Voilà. Et par contre, cette fois-ci, si je mets echo, donc je vois clairement que ça affiche le contenu de la variable. La même chose pour l'autre. Res directory. Vous voyez bien donc l'effet de la concaténation qu'on a fait ici en faisant utiliser la variable, donc ça passe très bien. Alors voilà, donc on pourrait continuer maintenant pour aller créer nos dossiers. Et comme je vous ai dit, pour le faire, c'est hdfs dfs-make directory. Ensuite, il faut donner le chemin et le nom du dossier. Bien sûr, moi je veux créer le dossier industrie d'abord, donc je donne app home. Automatiquement, je viens de créer ce dossier. Je vais faire la même chose, mais pour créer le sous-dossier, res directory. C'est fait. En tout cas, on pourrait le vérifier par hdfs dfs-ls. Je pourrais lui dire, par exemple, dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans user. De cette manière. On doit trouver donc notre dossier industrie. Le voici. Alors là, il permet de visualiser donc le premier niveau des éléments contenus dans le dossier précisé. Mais si on veut le faire de manière récursive, par exemple, sur les sous-dossiers, il suffit juste d'ajouter l'option "grand R pour dire récursif. Donc, ça va exécuter la commande de façon récursive sur les sous-dossiers aussi. Et de ce fait, on verra bien sûr, il y a beaucoup de dossiers. Et ce qui m'intéresse ici, c'est, je vais le faire directement sur app home. Comme ça, je ne vois pas les autres parce que sur les autres dossiers, il y a beaucoup de contenu. Voilà, donc ici, on voit clairement qu'il y a le dossier ressources comme sous-dossier dans le dossier industrie. Voilà, donc nous avons préparé ou répondu à la question 1 en créant donc l'hierarchie de dossiers qu'on a demandé de faire. Et donc, à travers cette première manipulation, tout le monde doit être déjà capable de, une fois devant sa machine virtuelle, de créer du côté du stockage, du système de stockage HDFS, des dossiers. Alors, deuxième étape donc, c'est là où on va commencer à faire l'importation de données, donc vers le système HDFS. Et bien sûr, si on veut faire par exemple de l'analyse de données, on pourrait très bien mettre la main sur nos fichiers, quel que soit leur emplacement. Il suffit juste qu'on dispose de l'URL de ce fichier et on pourrait très bien donc le télécharger et le mettre dans notre système de stockage. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, nous souhaitons télécharger ce fichier-là, dont l'URL est fournie ici, et le mettre dans notre dossier ressources, le mettre sous ce nom-là.
Alors pour le faire, vous savez très bien qu'il y a une commande wget. Ça, c'est une commande Linux dans la majorité des distributions Linux qui permet de télécharger ou bien de faire de download d'un fichier à partir du web. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours exécuter help pour voir les paramètres de la commande. Alors là, je ne vais pas le faire, je vais juste directement la paramétrer de cette manière. Wget-o. Ensuite, je dois préciser l'URL juste avant de le faire parce que c'est un URL qui est lent et j'aurai besoin de l'utiliser plusieurs fois. Donc, je définis aussi une variable pour cette URL et je l'appelle file URL. C'est l'URL du fichier que je veux télécharger. Alors, bien sûr, pour avoir l'adresse, je vais donc passer à ma présentation et le copier à partir de là. Vous pouvez le faire aussi de même sur votre support. Voilà, c'est fait. Donc, je valide. Et donc, à tout moment que je veux afficher donc ma variable, que je veux l'utiliser, ben, je pourrais mettre la main dessus en mettant echo resource directory. Non, pas resource directory, c'est file URL. File URL. Donc, par la même occasion, je vais aussi, parce que je veux stocker le fichier dont on a parlé, ou que je veux construire,